Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première conférence en ligne de l'association Les Canaux. Je vais commencer par un bref mot d'introduction sur l'association avant de laisser la parole aux intervenantes de cette conférence. Au Canaux, notre mission, c'est de soutenir et de mettre en lumière toutes celles et ceux qui mettent au cœur de la projet la solidarité et la planète. Donc concrètement, on fait de la formation pour les entrepreneurs sociaux et on aide les entreprises de l'économie sociale et solidaire à se développer, par exemple en faisant de la structuration de nouvelles filières ou en les aidant à décrocher les marchés des Jeux Olympiques de Paris 2024. Enfin, on organise tout un tas d'événements pour donner la parole à celles et ceux qui entreprennent, qui se mobilisent et qui s'engagent pour une société plus juste et plus durable. Donc à partir du 17 juin prochain, on lance le festival en ligne de l'été de l'économie engagée, avec des conférences, des projections, des ateliers sur tous les nouveaux modes de consommation et de production de demain. Pour découvrir toute cette programmation en ligne, rendez-vous donc sur notre Facebook, sur notre Instagram ou sur notre Twitter, ainsi que sur le site internet lescanaux.com. En tout cas, ce soir, merci à toutes et tous d'être là pour parler écoféminisme avec une table ronde digitale animée par Oriane Duménil, chef de projet au Canaux et trésorière de l'association Pépites Sexistes. Merci Colline et bonjour à toutes et tous et merci d'être virtuellement présente à cette conférence Sauver la planète, la nouvelle charge mentale des femmes. On a le plaisir d'accueillir 4 invités. Je vous remercie déjà toutes d'avoir répondu à l'invitation des Canaux. On a Solène Ducréto, la cofondatrice des Engraineuses et du festival Après la pluie, Mouna Chambon de We Are Climate et lauréate de Women for Climate. On a aussi Carlotta Gradin d'ONU Femmes et enfin Katharina Dir de Nature & Us et elle aussi lauréate des Women for Climate. Merci à toutes d'être ici. On va avoir le plaisir de vous découvrir, vous et vos projets dans un instant. Mais d'abord, Solène, en guise d'introduction, est-ce que vous pourriez commencer en nous donnant un cadre? Qu'entend-on en fait par l'écoféminisme, puisque c'est le sujet de cette conférence? C'est bon, vous m'entendez? Oui. Du coup, l'écoféminisme, c'est un mouvement qui existe depuis bien longtemps et qui a eu son essor dans les années 70, principalement dans les pays anglo-saxons. C'est tout simplement partir du principe qu'en traitant des questions d'égalité femmes-hommes et d'écologie de façon conjointe, on se rend compte que c'est vecteur de solutions hyper impactantes pour l'avenir. Et il s'agit ici en fait de aller décortiquer toutes les oppressions patriarcales, dites patriarcales, qui peuvent être faites, que ce soit sur les femmes, sur la nature et en fait dans tous les autres systèmes de notre société. Donc ça prend aussi en compte les questions antiracistes, qui sont complètement d'actualité en ce moment, mais aussi des questions de classe, d'égalité dans tous les genres en fait. On peut imaginer aussi dans les fameuses questions de genre, donc du féminin, du masculin, tout ça. Et en fait, dans l'écoféminisme, on distingue 2 branches majeures. On a une première branche qui est appelée la branche matérialiste de l'écoféminisme et qui, elle, traite, on va dire, des questions de terrain. C'est-à-dire les femmes premières victimes des changements climatiques, voilà, comment justement trouver des solutions pour pallier à ça. Et puis on a la branche dite plus spirituelle qui, elle, parle plus d'une réappropriation d'un héritage sur ce qu'on a pu observer en fait il y a plusieurs siècles avant l'arrivée du catholicisme et l'émergence, à l'époque tout un tas de divinités féminines, se réapproprier tout cet héritage culturel, donc se réapproprier aussi l'image de la sorcière, on y reviendra peut-être un peu après. Voilà, donc c'est un peu un mouvement hétérogène qui prend en compte plein de choses différentes, qui vient participer à imaginer et à réinventer le monde de demain de façon complètement différente. On va dire, pour prendre une image assez claire, ce serait de sortir d'une société pyramidale comme on est actuellement là et aller plutôt vers une société qui serait sous la forme d'un cercle où il n'y aurait pas de personnes qui seraient plus privilégiées que d'autres, où
où tout communiquerait ensemble et où en fait on serait plus un tout qui collabore et qui voit les choses de façon un peu plus riche que peut-être celle qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est ce que l'écoféministe Starhawk appelle le pouvoir du dedans. Donc c'est valoriser en fait les richesses de chacun et de chacune et sortir des processus de domination de notre société. Merci. Vous, avec les Engraineuses, du coup, c'est au centre de votre projet, l'écoféminisme. Tu vas nous en parler. On retrouve aussi de nombreuses femmes dans les métiers dits du care. Tu vas aussi nous en dire quelques mots, je pense. Pourquoi et en quoi cela engendre cette fameuse charge mentale, en fait? Ouais, alors déjà, effectivement, pour présenter un peu les Engraineuses, donc nous, on est une association qui existe depuis 2 ans. On a notamment créé le festival Après la pluie, qui à l'époque était le tout premier festival écoféministe en France, en tout cas de cette ampleur-là. Donc on aura une prochaine édition cette année, dans quelques mois, on en reparlera peut-être aussi après. Et on a on s'est donné pour mission de sensibiliser le grand public aux différentes thématiques des écoféminismes, parce qu'en fait, il y a plein de sujets différents, il y a plein de thématiques à aborder, et en fait, il s'agit vraiment de revoir notre société dans sa globalité. Donc, ça traite de plein de sujets différents qui parfois peuvent ne pas forcément s'entendre, mais qui en tout cas proposent une nouvelle vision. Et donc nous, on s'est donné cette mission-là de faire découvrir au grand public comment on peut trouver des solutions pour que les femmes ne soient plus victimes des changements climatiques et qu'elles puissent devenir actrices en fait de la société d'aujourd'hui et de demain. Et donc notamment au travers de l'art, la culture et les médias. On sort d'ailleurs un livre bientôt sur ces sujets-là. Mouna Chambon fait partie de ce bouquin-là, donc on vous en dira plus en octobre. Et donc en fait, effectivement, pour parler du care et de la charge mentale, tout ça, en fait, on s'est rendu compte que ce fameux héritage culturel dont je parlais tout à l'heure, est beaucoup plus riche que ce qu'on nous a inculqué quand on était gamine, et même encore aujourd'hui. En fait, effectivement, avant l'arrivée du christianisme, il y avait tout un tas de divinités féminines qui faisaient qu'à l'époque, la société était, entre guillemets, un petit peu plus équitable, parce que dans l'imaginaire collectif, ce qu'on appelle le féminin n'était pas autant dévalorisé que peut l'être aujourd'hui. L'arrivée du catholicisme a balayé tout ça en instaurant un Dieu unique à l'image masculine. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça a été tout un tas d'occurrences dans l'histoire, notamment l'arrivée du mouvement des enclosures, c'est-à-dire le moment où on s'est dit qu'on allait morceler la terre et en faire des propriétés privées. Donc s'approprier la terre pour la cultiver, l'exploiter. Parce qu'en fait, donc ça, c'est à la fois, on peut assimiler ce moment-là à l'avènement du capitalisme, mais aussi, c'est un mouvement qui a mis de côté complètement les femmes, parce que les femmes n'avaient pas accès à ces terres-là. C'était purement une appropriation masculine. Dans la loi, c'était inscrite. Donc, on a déraciné les femmes de leur place dans la société, parce que elles étaient nombreuses à cultiver leurs terres aussi, à les mettre de côté dans tous les processus de décision qui étaient liés à ça, et donc au mode d'exploitation. Et puis en plus de cela, est venu un arrêté interdisant les femmes de pratiquer la médecine. Il se trouve qu'à l'époque, effectivement, courant les années 1500, c'était principalement les femmes qui avaient le rôle de guérisseuses
d'accoucheuse, tout ça. Et elles faisaient avec les moyens du bord, donc avec ce qu'elles cultivaient dans leur jardin, soignaient avec les plantes, tout ça. Et le fait qu'elles aient plus le droit d'exercer la médecine, c'est de là aussi qu'est née toute la chasse aux sorcières. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui avaient ce rôle-là, qui ont décidé quand même de continuer à guérir les gens et à avoir ce rôle-là, et qui du coup se sont faites traiter de sorcières, de sorcellerie, tout ça. Ce rôle de la sorcière, il est en train de redevenir à la mode parce qu'on est en train de se réapproprier notre héritage. C'est une façon aussi de se redonner une certaine forme de puissance en hommage à toutes ces femmes qui étaient sans doute des féministes de l'époque, même si elles se revendiquaient sans doute pas telles quelles. Ça amorce aussi le sujet du care, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les sorcières, c'était des personnes qui prenaient soin de leur entourage, qui prenaient soin de la société. Et on se rend compte toujours aujourd'hui, de façon un peu différente, que ces femmes ont continué à endosser ce rôle-là. Et effectivement, dans les métiers du care, donc ce qu'on appelle le care, c'est effectivement tous les métiers de soins, d'aide à la personne, des thématiques de thérapie, de médecine douce, tout ça. Ce sont les femmes qui sont en grande majorité actrices de ces métiers-là. Donc on parle des infirmières, des aides-soignantes, des sages-femmes, et même dans les thérapeutes de médecine douce, naturopathes, lithothérapie, même les choses un peu plus spirituelles, ce sont toujours des femmes qui endossent en majorité en tout cas, ces types de métiers. Or, aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont très fortement dévalorisés parce que ce sont des métiers précaires, qui sont mal payés, qui sont en temps partiel. Et ces femmes-là ont des conditions de travail qui sont vraiment pas terribles. Et c'est ce qu'on a pu voir là avec la crise du Covid notamment, c'est qu'en fait, ces femmes-là étaient en première ligne. Et on leur a donné aucun moyen, rien n'a été, ça a été très difficilement mis en place, toutes les solutions pour les aider à ce qu'elles puissent exercer leur métier de façon convenable. Et l'écoféminisme donc prend cette thématique-là aussi en compte, parce qu'il s'agit de prendre soin des gens, prendre soin de la société, prendre soin de la planète, on va dire au sens plus large du terme. Et effectivement, c'est vrai que ça rajoute une espèce de charge mentale parce que non seulement nous les femmes on doit se réapproprier notre propre puissance, être féministe, bon je force un peu les traits, mais voilà, en plus on doit sauver la planète, ça fait un peu beaucoup, et en plus sauver les gens, donc il y a un petit proverbe, je crois africain qui est très mignon, qui dit si les femmes baissaient les bras, le monde s'écroulerait. Je ne sais pas si c'est vrai, mais toujours est-il qu'effectivement, ça peut rajouter un peu plus que toute l'énergie qu'on peut avoir. Or, il y a quand même des solutions ou des choses à mettre en place qui peuvent contribuer en tout cas à améliorer la situation. C'est que déjà, il ne s'agit pas de tout faire toute seule. Dans l'écoféminisme, un des sujets qu'on prône aussi souvent, c'est la question de la sororité, donc s'entraider entre femmes, et au-delà de ça, même s'entraider en tant que communauté, donc qu'on soit femme, homme, d'où qu'on vienne. Parce qu'en fait, quand on se met à plusieurs, on arrive à faire beaucoup plus et à aller beaucoup plus loin. Et donc, ça peut être une des solutions pour alléger en tout cas cette charge mentale, c'est de faire les choses ensemble pour gagner du temps, pour gagner en énergie, tout ça. Et puis voilà, ce serait déjà pas mal. Merci Solène, j'ai beaucoup aimé le dicton africain. Petite parenthèse pour celles et ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, je vous invite à les poster sur Facebook. On consacrera un temps de questions-réponses à la fin des interventions.
Mouna, toi, cette question de charge mentale, peut-être que tu as pu la retrouver un peu partout grâce à tes voyages, grâce à We Are Climate. Quel lien vous avez pu constater entre cette justice climatique et la question du genre? Merci Oriane. Je vais faire le lien avec le dicton africain pour rester un peu sur le continent africain et parler oui, de genre et de justice climatique. J'aimerais commencer par reprendre un peu les mots de Wangari Maathai, qui est justement une figure écoféministe kenyane qui a contribué toute sa vie en fait pour deux causes intimement liées, c'est la protection des droits humains et notamment la protection des droits de l'homme, enfin des droits humains, des droits des femmes justement, et la protection de l'environnement. Et Wangari Maathai nous dit justement que chaque arbre est le symbole vivant de la paix et de l'espoir. Donc, elle a reçu pour ses actions en faveur de la paix le prix Nobel de la paix en 2004. C'était la première femme africaine à le recevoir. Et cette femme m'a personnellement beaucoup inspirée et m'a poussée à m'intéresser aux questions de genre, de justice climatique et à fonder le collectif Gender and Climate Change dans l'association Climate. Alors, je sais qu'on n'est plus tout à fait sur un format de conférence physique, mais je sens déjà certains spectateurs qui peut-être font les gros yeux en se demandant quel est le rapport entre les effets du changement climatique et les questions de genre. Donc, sur la prochaine slide, ce que je montre, c'est qu'effectivement, les liens entre genre et changement climatique ont longtemps été ignorés et restent largement sous-estimés. Cependant, il y a de nombreuses recherches montrent que les femmes sont déjà affectées par les effets du changement climatique de manière différenciée, du fait des rôles, des tâches qui leur sont attribuées et des rôles socialement construits, mais elles sont même plus sévèrement affectées par ces impacts pour faire face à des inondations, à des sécheresses ou lors de catastrophes naturelles. Donc on estime qu'il y a environ que les femmes et les enfants sont en fait affectés 14 fois plus fortement par des cyclones ou par des inondations que les hommes. Et du fait de la raréfaction des ressources qui est liée au changement climatique, ces inégalités de genre se revoient renforcées. Donc, un exemple un peu cliché, mais qui est véridique, c'est que dans certaines régions où il y a de moins en moins d'eau, ça repose sur justement les épaules des femmes d'aller faire marcher de plus longues distances pour chercher de l'eau pour leur foyer. Pour autant, il faut éviter de tomber dans cet écueil de voir les femmes uniquement comme des victimes du changement climatique, puisque partout dans le monde, elles sont surtout des actrices en faveur donc, de la lutte contre le changement climatique, en inventant des nouvelles solutions durables et innovantes pour faire face à ces défis environnementaux. Est-ce qu'on pourrait changer de slide ouais. Celle d'après et celle encore. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est quand même ça qu'il faut aussi avoir en tête. Et malheureusement, ce travail n'est souvent pas comptabilisé dans l'économie officielle. Le fait que les femmes contribuent à la préservation de la biodiversité, par exemple, ou qu'elles jouent un rôle social très fort, et de fait reste très invisible. D'où l'importance de renforcer la place et le rôle des femmes dans les instances de décision. Et là, c'est là où ça couaque, puisqu'on se rend compte que dans la plus grande, que ce soit au niveau national ou même au niveau international, dans les instances de décision pour faire face aux enjeux climatiques, on retrouve très peu de femmes. Donc, à titre d'exemple, en France, la délégation française qui se rend aux fameuses conférences du climat, les COP, qui ont lieu chaque année, on trouve seulement 30% de délégués qui sont des femmes au sein de ces délégations. Alors certes, on va dire que ça progresse, ce chiffre, donc c'est très bien, mais on reste quand même un peu loin du 50%. Donc ça, c'est le constat global, mais si on s'intéresse ensuite aux enjeux climatiques, il y a bien sûr des différences entre les pays occidentaux comme la France et les pays en voie de développement, notamment sur le continent africain. Et c'est là où on peut essayer de voir si ça se traduit en différentes manières en différents mouvements écoféministes.
Comme l'a dit Solène, il n'y a pas un seul écoféminisme, mais des écoféminismes au pluriel. Et à côté en fait de cet écoféminisme qui s'attache à promouvoir l'éthique du care, on retrouve aussi des écoféminismes qui sont marqués plus fortement sur les enjeux sociaux et politiques dans les pays en voie de développement et qui permettent d'introduire un troisième type de domination. C'est-à-dire qu'à côté de l'oppression des femmes par les hommes et l'exploitation de l'environnement, s'ajoute aussi la domination coloniale et post-coloniale qui pèse plus spécifiquement sur les charges, sur les épaules des femmes, ce qui rajoute une charge supplémentaire. Donc dans les pays du Sud, en fait, les mouvements écoféministes vont principalement cibler la protection des ressources naturelles et des écosystèmes, car la dégradation de ces écosystèmes a des conséquences directes sur la condition de vie des populations rurales et en particulier des femmes. Donc un exemple emblématique, c'est le groupe Chipko en Inde qui a été largement popularisé grâce à la personne de Vandana Shiva. Donc ce groupe s'est fondé dans les années 70. C'est un groupe de femmes qui s'est mobilisé pour protéger les forêts au nord de l'Inde. Chipko en hindi, il me semble que c'est en hindi, ça veut dire étreinte. Donc c'était vraiment l'idée de protéger les arbres. Et un peu un pendant de ce mouvement en Afrique, c'est le Green Belt Movement, dont je vais vous parler un petit peu plus, parce que j'ai eu la chance de pouvoir passer un peu de temps au Kenya et de travailler avec des femmes Maasai sur des questions d'autonomie alimentaire. Donc le Green Belt Movement a été fondé donc, dans la fin des années 70 par Wangari Maathai, dont je vous parlais tout à l'heure, à l'instant. Et pour répondre en fait à des enjeux vraiment quotidiens que ressentaient les femmes dans leur activité de tous les jours. Pour le contexte, au Kenya, comme dans malheureusement d'autres pays d'Afrique, depuis la fin de l'époque coloniale, on retrouve des politiques de déforestation massive, donc qui s'inscrivent totalement dans la lignée en fait des politiques coloniales qui visaient à privilégier des grandes exploitations, des cultures exportatrices comme le thé ou le café, au détriment des espèces locales et indigènes. Et cette déforestation, d'une part, elle a un impact sur le changement climatique puisque pour rappel, les arbres permettent de stocker du carbone grâce au phénomène de photosynthèse. Et donc les forêts constituent des gros puits de carbone. Donc en supprimant, en déforestant, on augmente l'effet de serre. On agit directement en augmentant le changement climatique et en même temps ça a des impacts sur les conditions de vie des populations locales et plus particulièrement des femmes. Donc c'est précisément en fait cette considération un peu triviale peut-être de ne pas avoir assez de ressources en bois pour pouvoir faire chauffer ces plats et pour pouvoir alimenter subvenir aux besoins de leur famille, qu'un grand nombre de femmes se sont réunies dans les années 70 au Kenya autour de Wangari Maathai pour construire ce mouvement, ce Green Belt Movement, avec pour objectif simple de replanter des arbres et de former des ceintures vertes autour des villes et des villages pour régénérer les écosystèmes. Donc au cours des 30 années de ce mouvement, Wangari Maathai a défendu les forêts du Kenya, mais par la même occasion aussi la démocratie et les droits des femmes. Sur la slide suivante, on voit quelques photos qui représentent un peu les combats. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du mouvement, mais un combat clé, ça a été la protection de la forêt de Karura, qui se trouve dans l'agglomération de Nairobi. C'est un petit peu la forêt de Fontainebleau à nous, pour les Parisiennes et les Parisiens qui nous ont rejoints. Donc en fait, cette forêt-là, elle représente une valeur patrimoniale très importante et elle a été menacée de destruction à la fin des années 90 pour le développement de projets urbains. Et le Green Belt Movement s'est fermement opposé à ces projets en manifestant et en plantant des arbres dans la forêt et finalement a eu gain de cause. Donc aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qui reste de ce mouvement et de l'héritage de Wangari Maathai ? Eh bien, on compte plus de 51 millions d'arbres qui ont été plantés depuis le début du mouvement, donc c'est assez remarquable. Le mouvement a réussi à gagner en légitimité au Kenya, à perdre cette position un peu de contestataire et de déviante
pour devenir un élément important du paysage des ONG et des organisations en faveur de la protection de l'environnement au Kenya. Et il a aussi semé des graines un peu partout, puisqu'on a aussi des antennes aux États-Unis et en Europe. Donc Wangari Maathai est morte en 2011, mais pour lui rendre, juste avant sa mort, pour lui rendre hommage, l'Union africaine a fondé un institut qui favorise l'accès à l'éducation, notamment des jeunes femmes, sur des problématiques de durabilité, de protection de l'environnement, de réflexion sur la démocratie en Afrique, et qui soutient en même temps des projets d'entrepreneuriat sociaux pour les jeunes femmes. Donc il est vrai que ce type de mouvement peut paraître un peu, semble revendiquer à des revendications un peu distantes de notre problématique à nous en Europe. Néanmoins, la connaissance de ce type de mouvement a eu le mérite de, moi, personnellement, m'intéresser à ces questions de genre et de justice climatique et de vouloir agir à mon niveau au sein de Climate. Donc Climate, c'est un laboratoire d'idées d'action créé par des jeunes pour les jeunes pour renforcer la voix de la jeunesse sur les questions climatiques, et plus spécifiquement en créant le projet Gender and Climate Change, qui vise à mettre en lumière ces liens cachés entre genre et changement climatique, vous l'avez compris. Et puis, donc voilà, ça c'est des photos des membres, ça date de 2017. Donc depuis, on s'est agrandi. On a touché à différents types d'activités en faisant d'abord de la recherche, mais très vite, on s'est rendu compte que avoir une base d'informations sur ces liens entre genre et changement climatique peut permettre aussi d'influencer les décideurs. Donc, on a participé à des conférences sur le climat, les COP, pour faire des actions de plaidoyer, tout en sensibilisant, en faisant des actions à Paris et dans d'autres villes. Voilà, aujourd'hui, on s'agrandit et on est preneur de nouvelles de personnes inspirées et avec des compétences diverses. Je serais ravie d'en parler un peu plus avec vous tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Carlotta. Merci Mouna. Effectivement, on l'a vu, la question elle est globale. En fait, toutes les femmes et les hommes du monde sont touchés par les questions du changement climatique à différentes échelles. Merci de nous avoir partagé cette expérience. Je me permets une parenthèse. A priori, le chat de Facebook se fait spammer de faux liens sur une autre conférence. Donc voilà, ne prêtez pas attention, on va essayer de régler le problème le plus rapidement possible. Vous, Carlotta, du coup, avec ONU Femmes, vous accompagnez de nombreux projets autour du développement durable. Qu'est-ce que vous avez pu constater de votre côté sur le rôle des femmes face au changement climatique ? Oui, merci Oriane déjà pour l'invitation et à toute l'équipe des canaux. Je voudrais juste vous présenter en 2 mots ONU Femmes France. Donc la prochaine slide, s'il vous plaît. ONU Femmes France, c'est une association loi 1901 d'intérêt général qui est le relais en France d'ONU Femmes, donc l'Agence des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? On relaye en fait les actions et les campagnes internationales menées par ONU Femmes. Peut-être vous avez entendu parler d'Orange Day, qui sont ces 16 jours d'action entre le 25 novembre et le 10 décembre contre les violences faites aux femmes. On relaye aussi le mouvement E4She, et aussi la plus récente campagne qui est Génération Égalité. Mais nous levons des fonds également pour financer des programmes dans près de 100 pays dans le monde. On développe des actions, des plaidoyers et des sensibilisations. La dernière en date, c'était un plaidoyer qui portait sur l'intégration du mot féminicide dans la loi. Et on agit avec d'autres associations, des universitaires, les entreprises et les institutions qui œuvrent pour l'égalité. Aujourd'hui, effectivement, nous parlons de développement et je constate tout à fait la même chose que Mouna, qui a un peu effectivement parlé des rôles des femmes d'un côté active en fait en tant qu'actrice du changement, mais aussi malheureusement en tant que première victime du changement climatique. Donc je voulais juste parler avant de présenter des projets d'ONU Femmes sur ces sujets, des conséquences de l'impact du changement climatique sur les femmes. Mouna tout à l'heure parlait notamment des risques
des santé physique, du risque des violences, notamment qui est marqué à cause des sécheresses et de la désertification. Mais on a aussi des risques concernant les droits sexuels et reproductifs, notamment la mortalité maternelle et les risques sanitaires et des infections. C'est notamment le cas pour l'hygiène menstruelle qui est due à l'absence d'eau propre ou lors des catastrophes naturelles quand les abris des secours n'offrent pas du matériel hygiénique pour les femmes. Mais on a aussi des mariages forcés et on pourrait se demander mais en quoi il y a un lien entre les mariages forcés et le changement climatique. Eh bien, il y a un lien parce qu'en période de crise, les familles en fait sont souvent obligées de sacrifier une ou plusieurs filles parce qu'elles ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins. Et aussi, en termes d'éducation, les filles sont le plus souvent les premières à devoir abandonner l'école pour aider la famille, d'un côté pour gagner de l'argent, pour participer à des travaux ménagers ou pour s'occuper de leurs frères et sœurs. Et en fait, avec ONU Femmes, une étude d'ONU Femmes de 2012 a prouvé qu'au Ghana, par exemple, la diminution des 15 minutes du temps des collectes quotidiennes d'eau avait permis d'augmenter l'assiduité scolaire des filles de 8 à 12%. Donc, on voit cette relation entre le changement climatique et l'éducation. Mais comme constate également Mouna, on ne peut pas seulement parler des femmes comme les principales victimes du changement, on doit aussi sortir de ces paradigmes et valoriser le travail des femmes parce qu'elles sont effectivement les premières actrices du changement. Notamment, j'ai voulu souligner le fait qu'elles sont des entrepreneuses d'énergie verte parce qu'elles mobilisent des savoir-faire traditionnels dans des domaines type la recherche des nouvelles ressources naturelles ou alternatives, la plantation de nouvelles variétés des cultures et la promotion de la biodiversité. Mais également, elles sont les premières à adopter des nouvelles techniques d'agriculture parce qu'on a constaté, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a constaté que les femmes représentent entre 60 et 80% de toute la production alimentaire des pays en développement et cela montre qu'elles ont des connaissances traditionnelles en matière d'environnement qui permettent de développer des stratégies d'adaptation en matière d'agriculture, de gestion de l'eau et des ressources naturelles. Toujours en étude d'ONU Femmes, après je pourrais vous transmettre tous les liens pour les études. J'ai également mis des liens sur le PowerPoint. C'est là en étude d'ONU Femmes de 2013, on voit qu'il existe des preuves pour démontrer l'importance de l'égalité des sexes dans l'écologisation effective des économies. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est prouvé qu'on a une différence significative entre les sexes dans plusieurs domaines, et notamment les empreintes écologiques, l'utilisation et l'accès à des ressources environnementales. Et on voit que les femmes ont tendance à avoir une empreinte écologique plus faible que les hommes et à s'engager dans des comportements plus durables. Et c'est un peu pour ça qu'on a ici à en parler aujourd'hui, parce que c'est aussi une source de charges mentales supplémentaires. Donc, effectivement, on voit avec cette nouvelle slide que ces nouvelles exigences dictées par le changement climatique sont aussi des opportunités pour les femmes, notamment dans leur autonomisation économique. Et j'ai voulu vous présenter 3 projets d'ONU Femmes, mais il y en aurait plein d'autres, et dans tous les pays du monde. Notamment, ONU Femmes travaille côte à côte avec le Programme des Nations Unies pour le développement, du coup le PNUD, ou le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Et ensemble, ils mènent des projets qui combinent le changement climatique et l'égalité des genres et l'amélioration des droits des femmes. Donc, j'ai voulu parler d'un exemple au Pérou parce qu'il s'agissait de femmes autochtones. On a constaté, on a un projet d'ONU Femmes avec le support en fait du Fonds pour l'égalité des genres à aider des femmes autochtones à lutter contre le changement climatique en stimulant l'économie. Et en fait, ces femmes se sont tournées vers des techniques agricoles ancestrales
pour conserver les semences et les rendre, disons, résistantes aux intempéries. Et on s'est rendu compte que l'amélioration du rendement a permis l'amélioration de l'économie, mais aussi de la santé des femmes. Et ces femmes témoignaient que malgré une société très machiste, elles pouvaient désormais s'exprimer et être écoutées par les autorités. Donc, ce type de projet stimule non seulement les revenus des femmes, donc leur autonomisation économique, mais aussi leur estime de soi et leur autonomisation. C'est un peu le cas aussi au Bangladesh, où le risque d'inondation est constant. On a vu avec une étude du Centre de surveillance des déplacements internes qu'on estime que plus ou moins 1,2 million de personnes devraient être déplacées chaque année au Bangladesh, et notamment à cause des inondations. Et le gouvernement était en train de mettre en place des mesures pour contrer ces changements, ces risques liés au changement climatique, et notamment via un programme d'électrification solaire et d'énergie. Mais on a constaté que ces services n'étaient pas utilisés pour les populations les plus vulnérables, notamment les femmes. Et donc, avec un projet guidé par ONU Femmes et le PNUE, un projet qui s'appelle Empower, on a cherché d'équilibrer cela en plaçant les femmes au cœur des chaînes des valeurs des énergies renouvelables. Et concrètement, on a utilisé ces énergies pour faire marcher des machines à coudre, par exemple, dans leur foyer, et leur faire développer leur propre activité. Et cela a permis aux femmes, d'un côté, d'avoir des moyens de subsistance majeurs, et de pouvoir contribuer à faire face aux normes traditionnelles des genres. Je ne sais pas si j'ai le temps aussi de parler de l'Amazonie bolivienne. Tu me dis, Oriane, si... OK. Donc, dans l'Amazonie bolivienne, on travaille, ONU Femmes travaille sur la protection des forêts à travers des projets d'autonomisation économique. Et ONU Femmes a apporté assistance et une assistante technique et technologique à 10 entreprises qui étaient conduites, dirigées par des femmes, pour transformer des fruits sauvages endémiques de la forêt amazonienne. Et ces projets ont permis d'améliorer toujours les revenus des femmes, mais leur faire aussi connaître leurs droits. Et pour cela, d'un côté, elles ont gagné en autonomie, mais aussi, dans certains cas, on a constaté une limitation des violences basées sur le genre. Donc ça, c'était un constat qu'on voit sur plusieurs projets menés dans projets qui sont écologiques et durables, où on a toujours en tête de combiner l'amélioration des droits des femmes avec l'amélioration de l'environnement. Et c'est pour ça que j'ai voulu finir avec la prochaine slide sur les perspectives pour les femmes et les filles face au changement climatique dans ces contextes très précis qu'on vit aujourd'hui du Covid-19, parce qu'on a constaté, ONU Femmes a fait notamment une étude pour les régions d'Asie et Pacifique, que la propagation du virus a multiplié les menaces pour les populations qui étaient déjà fortement impactées par le changement climatique, et en particulier les femmes et les filles. J'ai un peu, disons, résumé dans ma parenthèse, parce qu'effectivement, on a constaté que les femmes étaient touchées à cause des violences, des droits sexuels et reproductifs et de la perte d'emplois précaires. Effectivement, elles sont plus susceptibles de perdre leur emploi vis-à-vis des hommes. Et c'est pour ça qu'ONU Femmes, même, surtout dans un contexte très difficile qui est celui du Covid, veut engager tous les acteurs et actrices du changement, que la réponse à la crise doit prendre en compte, comme disait Mouna, la dimension genrée, en adaptant les réponses aux besoins des femmes et des filles, et surtout les intégrer à tous les niveaux de décision, que ce soit à petite ou grande échelle, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, les femmes sont encore peu présentes dans les négociations. Et Mouna, tout à l'heure, donnait l'exemple de la COP et de la délégation française.
alors qu'une étude nous a démontré que la préservation de l'environnement serait plus efficace lorsque les groupes décisionnaires comportent au moins 50% des femmes et qu'une récompense financière rémunère la protection de l'environnement. Et c'est ça que aussi on doit garder à l'esprit, qu'il faut aussi, pas seulement, et ça serait très bien déjà, mettre les femmes autour de la table des négociations, mais leur donner aussi les moyens, donc notamment les moyens financiers pour sortir de ces crises. Et c'est un peu, voilà, c'est un condensé des choses que j'ai trouvé intéressantes à dire à ces sujets, mais bien sûr, on pourrait en parler des heures et des heures. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous invite, avec la prochaine slide, à visiter nos réseaux sociaux, mais même notre site internet et aussi le site internet de notre maison mère qui est ONU Femmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Carlotta, merci pour ce tour du monde des initiatives. On voit aussi donc que ça peut être une opportunité pour les femmes d'entreprendre dans ce milieu et d'être finalement des chefs de file de notre monde. Katharina, vous êtes vous-même une chef de file et un bel exemple d'entrepreneuriat au féminin à la française. Vous avez créé l'association Nature & Us qui promeut plus de diversité en ville. Vous allez nous en parler. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et en quoi la biodiversité a un rôle central dans le développement durable ? Oui, bien sûr. Alors, bonjour. Comme Carlotta, je remercie aussi toute l'équipe des canaux de m'accueillir ici et de participer avec voilà, toutes les autres intervenantes qui sont autour de la table. Donc, je m'appelle Katharina Dir et donc, en effet, je suis la fondatrice de l'association Nature & Us. Et notre mission, c'est vraiment de promouvoir plus de nature en ville parce qu'on croit fondamentalement à ce lien qui nous unit, qui unit en fait tous les êtres, que ce soit la femme, l'homme, avec les plantes, les animaux, en fait tout l'écosystème qui existe sur la planète. Je vais juste vous présenter rapidement l'association, un des projets qu'on a porté, et puis ensuite vous parler un peu de la situation du Covid et comme quoi je trouve que c'est une situation intéressante et qu'on peut évoquer après. Donc, l'association Nature & Us, c'est une association qui a maintenant 2-3 ans. Notre objectif, c'est de mettre en place des projets à impact. Donc, il y a des impacts ciblés et donc qui répondent à un de ces 5 objectifs. Soit un objectif lié à une pollution de l'air, de l'eau, qui va essayer de lutter contre la perte de biodiversité, permettre aussi de rétablir un peu cette connexion à la nature que souvent en ville on perd, et puis aussi embellir un peu les villes. Donc un premier projet qu'on a pu mettre en place, c'est celui des radeaux végétalisés. Donc actuellement, il y a 2 sites. Voici, ça c'est des photos du premier site qui sont sur le canal Saint-Martin. Donc, c'est quoi exactement le radeau végétalisé ? C'est parti un peu de ce constat que finalement, dans les villes, on habite dans des villes qui sont très saturées avec énormément d'usages. Il y a l'habitat, il y a la circulation, il y a le commerce, il y a énormément d'usages qui sont déjà faits par mètre carré. Mais il y a aussi ce besoin qui est fondamental de aussi se reconnecter un peu à cette nature. Et donc, ce projet, c'était de créer en fait un espace vert, mais sur un espace qui n'est pas vraiment utilisé aujourd'hui, qui est de l'eau. Et donc, créer un espace vert sur l'eau. Et ce radeau végétalisé sert de refuge à la faune et la flore. Donc en participant à ce qu'on appelle souvent la trame bleue et puis la trame verte, où des différents animaux, différentes espèces vont pouvoir venir et se réfugier en fait sur cet espace. Donc ça c'était un peu l'objectif. Ça permet aussi d'être un espace de repos sur, notamment là c'est dans le 10e arrondissement qui est un espace très minéral et donc apporter un peu plus de verdure. Et les plantes ont aussi un rôle d'épuration de l'eau
en plus de avoir un système de filtration de l'air et d'absorption de CO2. Si on passe à la prochaine slide, je pense que on peut voir en effet une coupe où finalement le projet, il y a deux aspects. Il y a la partie aérienne que l'on voit où ce sont les différentes plantes que l'on a choisies, qui sont des plantes locales. Et locales, c'est d'autant plus important parce que ça permet en fait de pouvoir développer encore plus l'écosystème qui est déjà présent. En fait, on a choisi certaines plantes qui vont attirer certains insectes qui eux-mêmes vont devenir un peu de la nourriture pour, par exemple, peut-être certains oiseaux ou certains poissons qui vont être sous le radeau. Et donc, en fait, ça va créer une chaîne et donc un écosystème. Sous en fait la plateforme, on a deux éléments. On a les racines de ces plantes qui permettent de devenir une zone protégée pour toute la faune aquatique et ont été installées des frayères pour tous ces animaux qui sont sous l'eau et qui vont trouver à la fois un espace à la fois de refuge mais aussi de nourricière. Ils vont pouvoir s'installer. Le projet, en tout cas, le premier projet a été installé maintenant il y a un peu plus d'un an, quasiment 1 an et demi. Et on est très content parce qu'on avait installé à peu près une dizaine d'espèces de plantes. Au bout de 6-9 mois d'installation, on est arrivé à un bilan. On a eu une trentaine d'espèces animales qui ont pu être repérées, donc à la fois des poissons, des mammifères, des oiseaux, des insectes, des mollusques, des éponges, des crustacés. Donc, une trentaine d'espèces qui sont venues et qui ont pu utiliser cette plateforme. Donc, ça, c'est un premier point. Mais au-delà des animaux, il y a eu aussi les plantes qui, à travers des processus naturels, à travers l'air, les courants d'eau et différents animaux, ont pu aussi s'implanter en fait sur la plateforme. Donc, on est passé d'une dizaine d'espèces végétales à une vingtaine d'espèces végétales maintenant qui coexistent sur cette plateforme. Alors, peut-être vous pouvez passer à la prochaine. Voilà, donc ça c'est. J'ai mis en photo quelques espèces qu'on a pu identifier sur le radeau. Donc voilà quelques exemples. Il y a le cormoran qui est en haut, il y a un canard de Barbarie, il y a cormoran. En dessous, on a la bergère des ruisseaux qui est un autre type d'oiseau qui est en fait assez important pour l'élément de la biodiversité. Il y a plusieurs espèces aussi de poissons comme les brochets d'Eurasie. Il y a des anguilles, donc il y a eu plein d'espèces qu'on a pu voir, et même récemment, si on passe à la prochaine slide, oui, ça c'est sur le deuxième site, il y a même eu un couple de cygnes qui s'est installé en fait sur le deuxième radeau, et là il y a quelques semaines, c'était vraiment intéressant parce qu'il y a eu tous les habitants du 19e, parce qu'on était encore dans le confinement, donc personne ne pouvait se déplacer à plus d'1 kilomètre, mais il y a eu ce couple de cygnes qui s'est établi sur le deuxième radeau, et il y a eu 7 signaux qui ont vu le jour ces dernières semaines. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en tout cas, tous les habitants qui se promenaient ont vraiment été très intrigués et intéressés pour voir en fait le processus. Et qu'est-ce que ça montre? C'est qu'en fait, on ne peut pas être déconnecté de cette nature-là. Et ce lien-là avec la nature est fondamental. Pour revenir un peu à la situation du Covid, donc si on passe peut-être à la prochaine slide, j'ai mis quelques exemples parce que je trouve que ce qui s'est passé au niveau mondial par rapport à la situation du Covid, c'est une situation bien sûr inédite, mais aussi très riche en enseignements. Donc, il y a eu plusieurs milliards de personnes qui ont été confinées, énormément d'activités humaines qui s'est arrêtée. Et qu'est-ce qu'on a pu remarquer au niveau de la biodiversité? C'est qu'on a pu revoir pas mal d'espèces qu'on ne voyait pas en temps normal à une si proche proximité des humains. Donc, par exemple, là, j'ai mis quelques exemples comme des dauphins qui reviennent sur le port en Sardaigne, ou encore un loup qui est identifié sur des pistes
à Courchevel. Il y avait aussi des rorquals, donc ce sont des baleines qui ont été identifiées près des calanques de Cassis. Et j'avais mis quelques exemples, c'est sur la slide d'après. Bon, par exemple, il y avait des sangliers qu'on voit, donc c'est en Israël, des dauphins à Istanbul qu'on peut remarquer régulièrement, mais là qui se sont rapprochés encore plus. Voilà, il y avait le petit clin d'œil sur Paris, quelques canards aussi qui se promènent. Et puis sur la slide d'après, j'ai montré aussi des exemples aussi de flore, parce que c'est important aussi. Ça a un aspect très bucolique, mais qu'est-ce que ça nous montre, toutes ces photos? C'est que finalement, l'homme, et ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant à retenir, c'est que finalement, l'humain occupe beaucoup de place, que ce soit à travers son habitat, à travers la production agricole, industrielle, les ressources qui sont exploitées. Et finalement, c'est un espace que nous occupons, voilà, un espace qui est non seulement très occupé, mais aussi qui est très saturé au niveau d'une pollution à la fois atmosphérique, aquatique, lumineuse pour tout ce qui est insectes, sonore aussi. Et en fait, ce sont autant d'éléments qui agressent voilà, toutes les autres espèces qui en temps normal, et donc qui les restreint encore plus sur des zones d'habitation qui sont de plus en plus faibles. Donc c'est non seulement moins de place, mais aussi c'est des places qui sont dégradées. Aujourd'hui, on le voit un peu partout. En fait, il y a de plus en plus d'actions qui sont politiques, individuelles, même collectives, qui nous amènent à nous dire on ne peut plus, même nous en tant qu'individus, vivre dans des environnements qui sont autant pollués. Je pense que cette situation un peu inédite doit nous amener en fait à prendre conscience qu'il y a aussi un nouvel équilibre à trouver entre finalement nous et car nous avons aussi de vivre voilà, dans un environnement qui est beaucoup moins pollué, mais aussi pour toutes les autres espèces, les animaux, le végétal et l'animal qui peut-être en temps normal se sent confiné parce qu'ils essaient d'éviter toute cette pollution sonore, visuelle, etc. Et qu'on restreint de plus en plus sur un espace voilà, assez petit. En fait, je pense que tout ça nous amène à nous dire que finalement, nous, les hommes et les femmes, on n'est finalement pas les seuls à subir nos actions. En fait, les actions que l'on mène et la vie que nous menons, les sociétés que l'on construit, ça a un impact en fait sur toute la planète et en fait sur toutes les différentes espèces. Ce qui est aussi intéressant de se dire, c'est que finalement, nous, en tant qu'humains, en fait, on fait partie d'une chaîne qui est beaucoup plus globale et que finalement, chaque espèce contribue en fait à un écosystème qui est beaucoup plus global et qui est équilibré. Et que si on casse en fait cet équilibre, c'est une répercussion bien sûr sur les autres espèces, mais aussi sur nous-mêmes. Donc, c'est se dire en fait d'avoir peut-être une approche un peu moins égocentrique et plus en fait amener sur un même plan d'égalité par rapport en fait à toutes les autres espèces qui nous entourent, et pas simplement mettre l'humain au cœur de notre vision du monde, mais avoir un peu une vision plus globale. C'est un peu ce que disait aussi Solène tout à l'heure, c'est sortir un peu de cette dynamique de monde dominé et dominant. Là, pour le coup, c'est pas que hommes et femmes, mais c'est aussi hommes-femmes avec toutes les autres espèces qui coexistent. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment cet équilibre qu'il faut retrouver et qu'il faut redéfinir et qui peut s'exprimer de différentes façons, à la fois sur la façon dont on cultive, la façon dont on produit les choses. C'est aussi la façon dont on dessine les villes d'aujourd'hui et de demain. C'est se dire peut-être que dans nos villes, on participe à construire un peu plus ces trames bleues, ces trames vertes, à laisser la place aussi à ces animaux et ces plantes. Voilà, avoir un peu cet équilibre un peu plus important. Et donc voilà, ça c'était un peu
les réflexions et les messages que je voulais faire passer. Merci Katharina et merci à toutes pour ces brillantes interventions. C'est un sujet dont on pourrait parler des heures. Je vous invite d'ailleurs à lancer le débat chez vous et à inviter votre entourage à regarder cette conférence qui va être mise en ligne plus tard sur YouTube. On ne peut pas parler de tout en 1 heure, c'est très serré, on est déjà très en retard sur le timing. Je vais juste vous poser 1 ou 2 questions rapides. Peut-être pour toi, Mouna, dans les commentaires, certaines personnes ont fait remarquer qu'on avait beaucoup parlé de la situation dans les pays d'Afrique. Pourquoi c'est important également, lorsqu'on parle d'écoféminisme, de ne pas faire seulement un focus sur les pays occidentaux? Mouna ou quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Non, pour répondre à cette question, c'est vrai que ça permet... En fait, c'est un peu rebondir aussi sur les remarques de Solène, c'est voir vraiment l'écoféminisme comme plutôt un courant de philosophie et un changement de paradigme aussi, et prendre en compte ces diversités d'approches. C'est vrai que je ne l'ai pas trop mentionné, mais il faut aussi prendre ça avec des pincettes pour le cas de l'Afrique ou d'autres pays pas non occidentaux. C'est-à-dire que souvent, c'est des mouvements qui ne se revendiquent pas écoféministes en tant que tels, mais qui sont ensuite repris et analysés sous le prisme occidental comme écoféministes, parce que ce sont de fait des groupes de femmes qui vont se mobiliser pour la protection de l'environnement. Mais donc oui, c'est plutôt adopter cette diversité, prendre en compte cette diversité d'approches, les différentes revendications qui sont soulevées selon une approche plus matérialiste ou spirituelle. Et là, bon, l'Afrique, c'était un petit focus au vu de mes expériences, mais ça pourrait être intéressant aussi d'avoir des retours sur comment ça se passe en Amérique latine, même en Asie. Oui. On a eu un peu avec Carlotta et je t'en remercie. Merci, Mouna. Katharina, j'ai une question pour toi. En quoi le fait d'être une femme dans un projet écologique a eu un impact sur toi, sur ton projet? Est-ce que ça a changé quelque chose? Qu'est-ce que tu as ressenti? Oui, il faut que j'enlève le mute. En quoi ça a changé d'être une femme? Je ne sais pas si... J'ai pas l'impression que c'est changé quelque chose. En tout cas, je sais qu'au niveau de l'approche, nous, en fait, on a une approche où voilà, il y a autant de femmes et d'hommes qui participent au projet. Et en fait, c'est quelque chose qu'on prône tant au niveau sur l'écosystème des partenaires avec qui on travaille, c'est de travailler avec plein de profils et de gens qui sont divers et qui reflètent aussi la diversité que l'on recherche en fait à travers le projet en termes de biodiversité. Donc je ne sais pas si moi je l'ai vécu spécifiquement, mais en tout cas je sais que c'était quelque chose qui était important pour nous, de nous dire il y a une pluralité de regards, de compétences, voilà, que ce soit hommes, femmes, spécialités, et je pense que c'est ça qui apporte aussi une richesse globale sur le projet. Tout à fait, merci. Une dernière question. Comment aider et accompagner les femmes qui souhaitent contribuer à leur niveau à sauver la planète? Je vais commencer par répondre à cette question, si vous le permettez, puisque au Cano, on accompagne énormément de projets qui mettent la planète et l'homme au cœur de leur projet. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un projet, à contacter les Canos. Peut-être, Carlotta, avec l'ONU Femmes, vous accompagnez vous aussi beaucoup de projets? Oui, du coup, une partie des réponses, on les a données lors des présentations. C'est surtout aussi avec un aide économique, financier, parce que très souvent, les idées sont là, c'est que les moyens financiers manquent. Et aussi, effectivement, donner aux femmes la valeur qu'elles ont. Notamment, nous, à ONU Femmes, on parle plus souvent effectivement des pays en développement, mais on a des savoir-faire ancestrales et des savoirs que les femmes ont depuis des générations à valoriser. Donc, c'est surtout la valorisation des femmes qui passe naturellement par le financement et des projets comme le vôtre au Cano qu'il faut mettre en avant. Et ça, c'était plutôt notre point de vue. Oui. Super, merci.
J'ai une toute dernière question pour Solène. Est-ce que tu aurais un ouvrage ou des sources à partager avec nous sur le sujet de l'écoféminisme pour aller un peu plus loin? Oui, complètement. J'ai toute une bibliographie que je vous conseille et qui résume très bien, à mon avis, tout ce que les intervenantes ont pu dire là. Donc c'est assez chouette. Comme petite introduction, on va dire assez globale sur des expériences de terrain écoféministes, donc que ce soit en collectif ou dans des ZAD ou dans plein de choses comme ça, je vous conseille ce livre-là. Est-ce que c'est un... Je vois pas si c'est... On vous les mettra je pense, dans les descriptions. Faire partie du monde, réflexion écoféministe. C'est un livre qui regroupe plein d'expériences de terrain écoféministes, mais qui nous vient du Canada, donc c'est assez drôle de voir les différences de culture aussi. Pour parler aussi, pour rebondir sur les questions le fait de mettre en avant des exemples qui nous viennent d'Afrique. Effectivement, on peut aussi prendre des exemples les mêmes, mais versions, les mêmes problématiques, mais versions locales, c'est-à-dire en parlant d'intersectionnalité, des femmes dans les quartiers, tout ça. À ce sujet-là, il y a notamment Bouchra Azouz qui a sorti avec Corinne Lepage Les femmes au secours de la République, de l'Europe et de la planète, qui est hyper chouette. Sinon, je conseille aussi sur ce sujet-là de voir les ouvrages de Fatima Wassak, qui en parle beaucoup et de façon très juste et qui est génial. Pour avoir aussi une introduction à ce que c'est l'écoféminisme et à quels sont les liens entre le féminisme et l'écologie. Il y a l'incontournable Écologie et féminisme, révolution ou mutation de Françoise Daubonne, qui est donc la personne qui a initié l'écoféminisme en France dans les années 70. Et qui est un peu la figure de proue française de l'écoféminisme. Pour parler des écoféminismes, du coup plutôt en Amérique latine, Jules Falquet est spécialiste de ces questions-là. Je vous conseille ses ouvrages et notamment celui-là, Imbrication, femmes, race et classe dans les mouvements sociaux. Donc, qui parle vraiment du militantisme dans ces régions-là. On vous parlait aussi de se réapproprier un héritage culturel, notamment lié à notre histoire. Pour celles et ceux qui se posent ces questions-là, je vous conseille L'origine du monde de Liv Stromsky, j'ai jamais su trop comment le dire. C'est une BD qui est hyper chouette, qui est hyper rigolote, hyper ludique et qui montre un peu tout ce qu'on a effacé de l'histoire et qui pourtant constitue qui on est là. Pour rebondir aussi un peu à ce que disait Katharina, effectivement sur les questions d'égalité, le fait de s'inspirer peut-être de la nature pour construire une société dans une diversité qui soit riche et positive. Il y a un livre qui s'appelle Permaculture humaine, des clés pour vivre la transition. Alors ce livre-là n'est pas spécialement écoféministe, mais je trouve qu'il parle assez bien de ce à quoi pourrait ressembler une société dans laquelle en fait on puise nos inspirations de la nature, c'est-à-dire notamment la permaculture, qui est un principe de complémentarité complémentarité, c'est pas vraiment le bon mot, mais qui prend en compte le meilleur de plein d'éléments pour faire quelque chose qui soit vraiment hyper chouette, donc que ce soit vraiment en termes de culture ou en termes de société. Donc voilà, pour un petit conseil lecture. Merci. Bien sûr, tout ça, on vous le mettra dans la description Facebook et puis dans la description YouTube, vous retrouverez toutes les infos. J'ai une toute dernière question, puisqu'on m'a dit que j'avais le droit d'en poser une dernière. Comment la notion de charge mentale écoféministe, elle s'inscrit dans les foyers au quotidien et notamment en France? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet? Solène? Ouais, alors au quotidien, on résume souvent la question de la charge mentale, effectivement la question du zéro déchet, ou en tout cas des gestes écologiques dans le foyer.
une des premières choses, une des premières mesures en tout cas qu'on pourrait mettre en place, bon, peut-être pas à nous, nous petits citoyens entre guillemets, mais dans notre société en général, c'est la question du congé paternité. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la conscience écologique dans le foyer arrivait le plus souvent lors de la naissance d'un premier enfant dans une famille et notamment ce fameux déclic arrive surtout chez les hommes, c'est-à-dire que les femmes, on se rend compte qu'elles l'ont au fil de leur vie et souvent un peu plus tôt que les hommes, et le fameux déclic chez les hommes, c'est l'arrivée du premier enfant. Or, dans les pays du Sud, le congé paternité est beaucoup plus long que chez nous en France. Et on a pu remarquer que ce fameux déclic, en fait, il se fait d'autant plus quand le congé paternité est long, parce que le fait de passer plus de temps avec les premiers jours de leur enfant ne fait qu'accentuer ce déclic et l'engagement qui est naissant. Et donc, du coup, mettre en place le congé paternité de plus longue durée en France, ça pourrait être une des premières actions. La deuxième chose, c'est que effectivement, on résume souvent, la question du zéro déchet vient souvent avec la fameuse thématique des couches lavables, tout ça. Or, en fait, bon, si on regarde vraiment dans les faits, si effectivement on se met en communauté pour mettre en place des gestes du quotidien zéro déchet, effectivement, ça peut nous faire gagner du temps. C'est-à-dire que si on se lance dans le défi de faire sa propre lessive, ses propres savons, shampoings, tout ça, en fait, il suffit qu'on rentre dans qu'on se mette en groupe, en fait, et que femmes et hommes, hein, et qu'on se dise, bon, ok, toi, tu t'occupes de la lessive, moi, je fais des savons, et puis, moi, je vais faire des shampoings, et faire tout simplement des échanges comme ça, faire du troc de produits zéro déchet. Ça peut être une façon, donc se mettre en collectivité pour les gestes zéro déchet. Et puis, il y a aussi la question des protections hygiéniques pour les femmes. Qui en fait ne sont pas si prégnantes que ça. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est-à-dire que en fait, si on achète une cup par exemple, ça nous enlève la charge mentale de penser à acheter tous les mois des tampons. Donc, il faut effectivement penser à les nettoyer. Pareil pour les culottes menstruelles, pareil pour les serviettes lavables. Mais en fait, bon, si on y réfléchit, c'est pas. Enfin voilà, faut prendre tout le processus dans son ensemble. Et le fait d'acheter déjà tous les mois ces produits-là, ça nous enlève cette charge mentale-là. On a le fait de laver ensuite, stériliser, laver tous ces trucs-là, mais en fait, est-ce que ça nous prend beaucoup plus de temps de jeter ça dans la même machine qu'on peut faire en parallèle? Bon, j'en suis pas certaine. Donc voilà, en fait, il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place pour prendre moins de temps et tout simplement s'entraider pour pallier à ça. Super conclusion. Un grand merci à toutes nos intervenantes d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont écoutés et regardés. Finalement, c'est une bonne chose de digitaliser ces conférences. Ça permet aussi de les enregistrer et de les diffuser hors de Paris, là où les canaux sont habituellement confinés. Vous retrouverez tous les liens vers tous les projets dont on vous a parlé ce soir sur l'événement Facebook et dans la description YouTube. On ajoutera aussi la bibliographie sur les sujets de l'écoféminisme pour celles et ceux qui souhaitent approfondir cette thématique. N'hésitez pas à aller jeter aussi un œil au projet donc de toutes nos expertes qui étaient avec nous ce soir, et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux des canaux. On a encore plein de conférences et de festivals en ligne à venir sur toute notre période estivale. Donc on se retrouve très vite sur les réseaux des canaux, et bonne soirée à toutes.